Bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Cette émission ne se tourne pas dans le studio de Télé 50. Nous avons fait les déplacements ici. Nous sommes toujours à Kinshasa dans un bureau d'un parti politique, d'un nouveau parti politique. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous, pour le compte de cette émission Décryptage, votre magazine qui décrypte l'actualité politique en République démocratique du Congo, Joseph Bangakia, président national des Nouveaux Républicains pour la Justice. Nous allons parler de l'actualité politique, instabilité politique, dialogue, élection et toutes ces questions auxquelles la population congolaise voudrait avoir des réponses. Nous allons faire cet échange franc avec lui. Bienvenue, Monsieur Joseph Bangakia, et merci d'avoir accepté notre invitation. Et je vous remercie pour la peine ainsi que pour le déplacement. Voilà. Alors, Monsieur Joseph Bangakia, avant de parler des sujets que j'ai annoncés au début de cette émission, je voudrais d'abord parler de vous. Vous êtes connu jusqu'ici comme étant un proche du régime, proche de la majorité présidentielle, proche d'un parti politique. À l'époque, on parlait de l'ADH. Aujourd'hui, vous êtes président national de Nouveaux Républicains pour la Justice. C'est quoi ce revirement? Je vous remercie pour votre question pertinente, car effectivement, je pense que pour avancer, il faut savoir donner un éclairage suffisant sur son passé. Vous l'avez dit, en 2006, et bien avant, lors du dialogue de Sun City, en 2006 et aux élections de 2011, Joseph Bangakia a voté le candidat Joseph Kabila. Et le projet qui était le sien est un projet que j'ai soutenu et que je soutiens. Bien sûr, la famille politique du président de la République s'appelle la majorité présidentielle, dont les membres sont les partis politiques et les personnalités signataires de la charte. En 2006, j'étais membre d'un parti politique qui était dans une plateforme, le RCD-KML, qui était dans une plateforme, les Forces du Renouveau, qui avait signé à l'origine la charte créant la MP de l'époque. Et à ce titre, nous les membres de ces partis politiques étions de la majorité présidentielle. Et en 2011, après avoir rejoint l'ADH, que je présidais de manière intérimaire, nous avons porté ce jeune parti au niveau où il a été. Et au nom de ce parti, nous avons adhéré à la majorité présidentielle. Maintenant, avec des amis, devant les enjeux et la demande du peuple, nous avons créé ce nouveau mouvement, les Nouveaux Républicains pour la Justice, car maintenant, plus que jamais, on a réellement besoin d'une vraie justice. Justice en termes d'institutions, mais aussi en termes de justice sociale. Et ce jeune parti vient d'être créé, il portera son projet et le moment venu, il fera son choix. Alors, où se situe ce parti politique? Toujours au niveau de la majorité présidentielle, au niveau de l'opposition, ou vous êtes du centre? Je vous ai dit qu'on adhère à une plateforme majorité présidentielle ou autre. Notre parti vient à peine d'être créé, et donc ça sera la responsabilité des animateurs de ce parti, de la structure qui dirige, selon l'offre politique. Que veut dire majorité-opposition aujourd'hui, en vérité? À 6 mois des élections que nous attendions tous dans les délais constitutionnels, ce qui compte, c'est l'offre politique. C'est l'offre politique, c'est le programme politique, c'est celui-là qui va définir désormais les nouvelles alliances. On va vers un grand mouvement de recomposition de l'espace politique. Il faut que les différents candidats, les différentes plateformes aient des projets attrayants, et c'est sur base de cela que des vrais regroupements politiques se feront. Alors, ceux qui nous suivent en ce moment aimeraient que M. Joseph Bangakia soit vraiment clair dans ses propos. M. Joseph Bangakia, êtes-vous toujours en train de soutenir Joseph Kabila? Parce que quand on lit vos publications sur les nets, les réseaux sociaux, apparemment, le contenu de vos publications donne l'idée d'une personne qui est en train de se désolidariser un tout petit peu de la famille politique du chef de l'État. Soutenez-vous jusqu'à présent le chef de l'État Joseph Kabila?
Joseph Bangakia, comme individu, parce que là, je ne parle pas au nom du parti politique, qui fera ses choix selon l'offre et selon ses convictions. Mais Joseph Bangakia, comme individu, a soutenu le programme de Joseph Kabila. Car vous savez bien que les hommes passent. Et non la personne. Non, les hommes, ils ne valent que par leur... Les hommes politiques, s'entend, ne valent que par leur programme politique. Hein, parce que ce que l'on soutient, une vision que porte un homme qui a une ambition, l'ambition d'accéder à un poste pour mettre en œuvre cette vision. C'est important qu'on le sache parce que j'ai remarqué une chose, tellement que cette clarté n'existe pas, la société se bipolarise, les gens soutiennent des hommes et cela obscurcit leur jugement. Donc, pour vous répéter, oui, jusqu'à maintenant, le programme que Joseph Kabila a défendu en 2011 devant les Congolais, ce programme qui est la révolution de la modernité, vous le soutenez? Bien sûr qu'il faut le soutenir. Mais vous ne soutenez pas l'homme. C'est ça la nuance. Non, je dis ceci. Je dis qu'en politique, on soutient une vision qui est portée par un homme. Et effectivement, en 2011, j'ai soutenu, comme en 2006, la vision portée par Joseph Kabila. J'ai soutenu l'homme et sa vision. Et jusqu'à présent, cette vision, c'est une vision que je soutiens. La révolution de la modernité dans sa déclinaison, bien sûr, est à soutenir. Mais l'autre question que vous me posez, oui, je la comprends très bien. C'est les choix politiques qui sont faits maintenant, qui, eux, ne figuraient pas dans le programme de 2011. Ça, c'est une autre question. Ça veut dire que vous êtes dans un marché où vous attendez l'offre. Quand vous faites allusion à l'offre, vous pensez à quoi? Je dis que nous sommes dans un cycle électoral. Nous sommes dans des mandats. Et nous sommes à la fin d'un cycle électoral et à la fin d'un mandat. Cela est clair car c'est constitutionnel. Maintenant, ce qu'il faut, ce qui nous intéresse maintenant, je prends l'exemple des États-Unis qui sont aussi dans une campagne présidentielle qui aura lieu à la fin de l'année, comme est censé l'être la nôtre. Les candidats, étant donné que le président sortant n'est plus partant, c'est le cas aussi en RDC, ce sont maintenant les candidats à la prochaine élection qui, par une campagne, déclinent leurs propositions, leurs visions et demandent l'adhésion. Et c'est l'instant dans lequel nous devons entrer. Nous sommes déjà à la seconde moitié de 2016. Cet instant tarde. Il tarde parce que l'organisation des élections est hypothétique et j'espère que cette hypothèque sera levée incessamment. Merci. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de la politique en RDC. Puisque vous avez quand même abordé la question du processus électoral, parlons-en. Je voudrais recevoir de vous des arguments scientifiques. Quelle est, à votre avis, aujourd'hui, les raisons de l'échec du processus électoral? Vous savez, M. Floride, et puis je vais vous dire une chose, la classe politique doit prendre ses responsabilités. Car je vois à gauche et à droite la classe politique pointer du doigt la Commission électorale nationale indépendante. Je trouve que c'est injuste. Elle n'est pas, à votre avis, elle ne doit pas être pointée du doigt aujourd'hui. La responsabilité première est la responsabilité des acteurs politiques. Et c'est pour cela que dans les vieilles démocraties, dans les grandes démocraties, les élections sont organisées par le ministère de l'Intérieur. Car en vérité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la bonne tenue des élections ou leur non-tenue incombe au pouvoir politique. Mais en RDC, ça incombe à qui cette responsabilité? Je dis la même chose, je dis que nous sommes arrivés à ce moment où les élections sont incertaines, non pas du fait de la CENI.
c'est du fait du pouvoir politique et de la classe politique. Cela doit être dit clairement, car beaucoup de personnes pointent du doigt le président de la Commission électorale nationale indépendante et la CENI elle-même. Et moi, je ne serai pas de cela. Le pouvoir politique, le mot pouvoir veut dire que l'on peut. Car je ne voterai jamais pour un candidat qui me dit que M. Bangaki a voté pour moi, mais ce qui arrivera, ce n'est pas de ma faute. Alors, vous ne pouvez pas vous dédouaner de cette responsabilité politique au moment où vous avez fait partie, ou vous faites encore partie de ce système. De la classe politique. Oui, de la classe politique ou du pouvoir qui n'a pas pu organiser les élections. De la classe politique. Oui. Je ne fais pas du tout partie du pouvoir. Je suis membre de la classe politique qui est aussi en partie co-responsable de la non-tenue probable dans les délais des élections. Mais, notamment, j'insiste, oui, je le reconnais, j'insiste, le pouvoir politique est le premier responsable, car le pouvoir dans une république est responsable de tout ce qui se passe en bien comme en mal, sauf des catastrophes naturelles. D'accord. Alors, pourquoi, à votre avis, l'institution président de la République est la source de discorde en RDC? Parce que c'est la clé de voûte des institutions, et c'est une longue tradition de la République démocratique du Congo, et même de l'Afrique, où les pouvoirs sont, quel que soit le type de pouvoir, dans les faits fortement présidentialisés. Et donc, c'est au président de la République qu'incombe la charge, la Constitution nous le dit bien, de veiller au bon fonctionnement des institutions, de veiller à l'apaisement et à l'harmonie au sein de la population. Et fort de ces deux prérogatives, c'est de son rôle de s'assurer qu'apaisement, harmonie existent dans notre pays. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes de ceux qui pensent qu'il est difficile aujourd'hui que les élections se tiennent au délai constitutionnel? Vous êtes conscient de cette difficulté aujourd'hui? Monsieur Floride, premièrement, je suis, il faut le dire, car ce sont des convictions. Comme tout citoyen, je suis attaché à ma Constitution. Je veux qu'elle soit respectée. Je veux qu'elle soit protégée. Je veux vivre une alternance apaisée, pacifique. Je veux le vivre. Et je veux le léguer à mon enfant, à mes enfants. Et vous pensez, je veux que cela soit possible. Et vous pensez que le président de la République ne veut pas respecter la Constitution? Autant que vous voulez respecter, vous voulez que la Constitution soit respectée, lui aussi le veut. Mais il y a des contraintes aujourd'hui qui font que nous ne pouvons pas organiser les élections dans le délai. Est-ce que vous en êtes conscient? Vous savez, plusieurs d'entre nous ont suivi Joseph Kabila, car il représentait pour nous l'anti-Mobutu. Plusieurs d'entre nous, nous l'avons suivi, car c'était une nouvelle ère qui s'annonçait. Et parmi les grands acquis de Joseph Kabila, on parle souvent de paix, mais il y a plus que la paix. Il y a la relance du processus électoral et démocratique. C'est une des grandes réalisations de Joseph Kabila. Que désormais, on soit dans un pays où les élections sont organisées régulièrement, dans des conditions démocratiques, cela, c'est un acquis. Parmi les autres acquis, il y a bien entendu la reconstruction. Il y a aussi, bien sûr, une économie qui est repartie. Ce sont des acquis qu'il faut préserver. Et c'est le rôle des institutions en premier lieu. Je ne peux pas demander aux opposants ou aux personnes qui ne sont pas en responsabilité ce rôle-là. C'est de la responsabilité de ceux qui sont au pouvoir. Mais en républicain, et je le dis à ceux qui se bousculent au portillon, l'alternance, c'est aussi un état d'esprit. Cela doit se passer dans un esprit républicain. Il faut bannir les insultes, il faut bannir la chasse à l'homme, les menaces. Vous comprenez? C'est peut-être cela que l'opposition doit savoir faire pour que l'alternance, en fait, soit quelque chose de républicain, de normal et non point de dramatique.
Est-ce que vous avez encore confiance à la CENI? Est-ce que vous pensez que la Commission électorale nationale indépendante est crédible à votre avis? La CENI est à l'image de la RDC. On ne peut pas scinder, dissocier de la CENI de notre société. Elle est le reflet de ce que nous sommes. Pour moi, une chose est claire. La CENI dit ceci. Je n'ai pas eu des moyens pour organiser les élections. Je n'ai pas eu des moyens. Si vous voulez les élections, bien sûr, là, elle s'annonce au gouvernement, parce que ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas la société civile qui donne ces moyens. C'est au gouvernement et à ses partenaires. Les partenaires qui se disent disposés, mais ils veulent un plan de financement clair et un calendrier clair. Puisque la CENI demande des moyens, que le gouvernement double, triple, quadruple ces moyens pour qu'une opération qui devait se faire en 16 mois se fasse en 4. Deuxièmement, le calendrier électoral. La CENI n'est qu'une institution d'appui à la démocratie. On ne peut pas lui faire porter la responsabilité seule de choisir le type de scrutin à organiser, le type d'élection à prioriser. Et c'est pour cela que moi, Joseph Pangaka, et nous, les nouveaux républicains pour la justice, sommes favorables au dialogue, un dialogue sincère qui doit être précédé de signes d'apaisement, un changement. Quand vous pensez aux signes d'apaisement, ça veut dire que vous voulez également parler des préalables de certains membres de l'opposition qui souhaitent la libération de certains prisonniers politiques. Signes d'apaisement, vous faites allusion à quoi? Les signes d'apaisement, je fais notamment allusion à la normalisation des pratiques politiques dans notre pays. Tenez, l'opposition organise le 31 juillet un rassemblement au stade d'Ada Raphaël. La majorité présidentielle l'organise parallèlement. Le 29 juillet. Ce ne sont pas des signes d'apaisement. La majorité a comme cri de guerre Oumela, l'opposition, cri de rassemblement Yébela. Ça ne favorise pas l'apaisement. L'opposition qui veut l'alternance, qui croit en son étoile, promet une fois au pouvoir, promet ce qu'elle promet une fois au pouvoir. Et ceux qui sont au pouvoir prennent peur. Ce n'est pas de l'apaisement. Le pouvoir, craignant une alternance possible, nous voyons se multiplier des procès. Nous voyons une répression qui parfois utilise des armes létales, car parfois il y a des morts d'hommes. Or, la vie des Congolais est précieuse et c'est pour cela que la première mission d'un gouvernement est de sécuriser la vie de ses citoyens. Tout cela ne sont pas des signes d'apaisement. Ça veut dire que vous voulez que l'espace politique soit ouvert avant la tenue du dialogue. Mais pour traiter quel genre de questions? Au dialogue, nous devons parler du processus électoral qui a pris du retard. Des choix ont été pris par la CENI, et moi je crois que c'est plus loin que la CENI, et ont été annoncés et sont mis en œuvre. Certains de ces choix sont contestés par l'opposition. Les partenaires étrangers sont réticents. Cela est suffisant comme matière pour ce dialogue, car autant que possible, nous devons avoir cet honneur qui est d'avoir une constitution que nous respectons. Et ça doit être la fierté de tous les Congolais, à commencer par celle des gouvernants. Ceux qui gouvernent ont pour principal intérêt de faire respecter la Constitution, les lois de la République, et par conséquent de les respecter eux-mêmes. Certains membres de l'opposition estiment que le président de la République souhaiterait briguer un troisième mandat. Est-ce que vous êtes de ceux-là qui pensent que le président de la République veut le faire? La question est réglée par la Constitution, car ce n'est pas possible. Et bien entendu, l'idée lancée par certaines personnes d'un référendum a été balayée par les responsables de leur propre formation politique. Cela
est un signe d'apaisement. Donc, moi, ma position est claire, la position des énergies est claire. Nous devons respecter la Constitution car c'est un patrimoine commun. Mais je vous donnerai une anecdote. Lorsque j'étais vice-gouverneur, j'ai eu l'honneur d'accompagner le président de la République dans une itinérance autour de la ville. Et il m'a dit, nous étions en 2008, qu'après la fin de tous ces mandats, il viendrait passer sa retraite à Kisangani. Retraite entre parenthèses, car la Constitution offre au président de la République une place au Sénat à vie. Et dans tous les cas, fort d'une expérience riche d'une dizaine d'années dans un pays aussi complexe, c'est une mine importante de sagesse, d'inspiration pour les Congolais, les Africains et certainement le monde. Donc, connaissant l'homme pour qui j'ai voté en 2006 et en 2011, fort de cette anecdote, et surtout conformément à la Constitution, je crois que c'est une option qui n'est tout simplement pas possible. Alors, une transition avec un gouvernement qui sera chargé pratiquement d'organiser les élections dans les délais, une transition de 3 ans, comme le propose Némouana Ntsemi. Est-ce que c'est logique à votre avis? C'est une vieille proposition qui n'a pas fait long feu. Je crois que nous sommes tous d'accord sur le respect des délais constitutionnels et de la Constitution. Le représentant spécial du secrétaire général a dit qu'il faudrait oublier les élections présidentielles pour cette année. Et je dis ceci, nous sommes tous d'accord sur le respect des délais constitutionnels. Vous êtes d'accord, vous et qui? Je crois que tous les citoyens, tous les républicains sont attachés à cela. Maintenant, devant les difficultés techniques, oui, il appartient à la classe politique et non pas à la CENI trouver un consensus. De trouver un consensus technique qui ne peut certainement pas... Un consensus technique à la fois, mais un consensus politique qui peut déboucher à une transition pour sauver la République. Je n'appelle pas ça transition, car nous restons dans le schéma de la Constitution et nous avons besoin de temps d'un point de vue technique et pas beaucoup. Personnellement, sans anticiper ce que seront les conclusions du dialogue, je suis convaincu que nous aurons les élections dans les meilleurs délais. Mais là, vous êtes en contradiction avec pratiquement la réponse de la CENI en ce qui concerne l'organisation, la révision du fichier électoral. Ça va prendre autant de temps, ça veut dire que nous ne serons pas dans l'échéance, à la date fixée. La CENI demandait 16 mois à partir du mois de février, qui devait échoir en juin, juillet, août. Même si c'était en février, on aurait dépassé. Oui. Et la CENI ajoutera que plus elle aura des moyens, moins elle consommera de temps. Donc il y a des fenêtres intéressantes à explorer, mais je le dis ici, c'est de la responsabilité du pouvoir politique en premier lieu, et c'est aussi de la co-responsabilité de la classe politique, comme tout le monde est d'accord d'aller au dialogue, pour discuter seulement et rien que de cela. Je fais confiance à la responsabilité des Congolaises et des Congolais. Mais en tant que politique, vous oubliez les contextes économiques mondiaux difficiles, avec la chute des matières premières à l'international, qui fait que le gouvernement n'a pas assez de moyens pour financer les élections et les questions des développements au même moment, les infrastructures de base. En tant que politique, vous devriez le savoir. Je crois que le gouvernement est pleinement conscient de la responsabilité qui est la sienne, notamment de respecter la Constitution et les cycles électoraux dans des délais constitutionnels. Cela étant, le gouvernement ne peut et doit se casser en 1000 morceaux. Ça ne peut pas être une excuse. Ça ne peut pas. Et je ne crois même pas que le gouvernement le présente comme une excuse. Le gouvernement est conscient que sans respect de la Constitution, qui est la source même de son pouvoir d'État, le gouvernement
conduit le pays dans des chemins fort dangereux. Et je ne vois personne dans ce gouvernement être dans cet état d'esprit. Tout sera fait, j'en suis convaincu, et c'est une obligation pour que nous ayons des élections dans les meilleurs délais. C'est dans l'intérêt de tout le monde. On va finir cette émission. Quelle est votre appréciation sur le travail d'Edem Kodjo? Est-ce que vous pensez qu'il joue franc jeu dans sa manière de faire? Pour Edem Kodjo, c'est comme pour la CENI. La classe politique ne peut pas, comment dire, reporter ses insuffisances sur la Commission électorale nationale indépendante ou sur le facilitateur. Et quand je parle de classe politique, je commence par indexer le pouvoir politique. Car c'est de la responsabilité du pouvoir de bien conduire les affaires de la nation. Et si nous sommes arrivés à ce niveau, les responsabilités sont connues. Donc, loin de moi l'idée de charger le facilitateur, mais cela étant dit, la tâche est difficile, certes, mais il est important que le facilitateur soit l'église au milieu du village, de même que la Commission électorale nationale indépendante. Et j'ai l'impression que Edem Kodjo, comme Corday Nangaa, ont le profil pour l'emploi et font des efforts. Ils ne pourront pas réussir seuls, ils réussiront avec l'accompagnement bienveillant des pouvoirs publics, avec la vigilance républicaine de l'opposition sous les regards du peuple congolais qui désormais est mature. Voilà, on finit cette émission avec cette question. Allez-vous prendre part au meeting de l'opposition, du rassemblement, ou allez-vous prendre part au meeting que projette la majorité présidentielle? J'ai appelé, une fois informé du meeting de la majorité présidentielle organisé le 31, je l'ai dit tout à l'heure, j'appelle la majorité présidentielle à décaler son activité, dans un esprit d'apaisement. Si c'est décalé, à quel meeting allez-vous prendre part? Et moi, Joseph Bangakia, ainsi que le niveau républicain pour la justice, nous attendons de l'opposition d'avoir dans ce meeting une parole forte, car les opposants doivent être fermes dans leurs convictions, mais une parole républicaine. Et nous attendons de l'opposition de respecter l'ordre public, que les militants soient bien encadrés, car nous voulons que l'opposition soit libre d'expression, sans interférence. Et pour les pouvoirs publics, pour le meeting de la majorité, nous voulons, car c'est aussi son droit, que la majorité tienne son meeting, mais dans des délais acceptables pour qu'il n'y ait pas risque de surchauffe, que la majorité soit ferme sur ses convictions, respectueuse de la Constitution, car la majorité, plus que l'opposition, est gardienne de la Constitution. Quant à nous, comme nouveaux républicains pour la justice, nous ne prendrons part ni à l'activité de l'opposition, ni à l'activité de la majorité présidentielle, car nous sommes dans une phase de travail de terrain. Le moment venu, bien sûr, selon l'offre politique, nous prendrons nos responsabilités. Ça sont les propos précurseurs d'une personne qui a basculé dans l'opposition. L'opposition est républicaine, c'est un choix républicain, donc ce n'est pas un choix qui violerait la Constitution. Mais ce n'est pas le choix que Joseph Bangakia a fait. Merci beaucoup, M. Joseph Bangakia, d'avoir commenté l'actualité avec nous, même si on avait encore énormément de questions à poser. Je rappelle que vous êtes président national de Nouveaux Républicains pour la Justice, un nouveau parti politique. Très bonne chance à vous. Je vous remercie. Merci d'être venu parmi nous. Voilà, cette émission est terminée, décryptage. Portez-vous bien, à très bientôt, avec le même plaisir.